Merci beaucoup pour la parole donnée, merci. Cher Freddy, bonjour. Depuis Kinshasa, Mbotenayo. Sangonini. Alors, je ne voudrais pas recommencer à remercier toutes les personnes qui ont permis que cette conférence ait lieu. Néanmoins, je dois signaler que c'est une première quand même que d'avoir un sujet comme celui-ci et comme thématique principale, c'est-à-dire une Union africaine au service des peuples africains. Je voudrais remercier le collectif des États-Unis d'Afrique et en particulier son président, tout comme mon collègue, le professeur Hubert Molonjana. Et je dois dire que il faut continuer à travailler à tous les niveaux, au niveau du secondaire, du primaire, au niveau universitaire, au niveau de la jeunesse non scolarisée, au niveau des adultes, au niveau de la fonction publique, au niveau du secteur privé, de la société civile, à tous les niveaux, il faut travailler. Donc je voudrais parler aujourd'hui du thème qui m'a été confié, c'est-à-dire des mesures qui pouvaient être prises pour l'instauration des États-Unis d'Afrique. Alors, je voudrais dire tout de suite que je suis un peu gêné parce que Freddy Mulumba a dit pratiquement tout ce que j'avais à dire. Donc, la chose la plus simple pour moi et la plus logique, c'est de le remercier et puis de vous dire bonne soirée et à très bientôt. Mais si je le faisais, je crois que j'aurais l'inimitié et des organisateurs et de Freddy lui-même et plus grave encore du président en exercice de l'Union africaine lui-même. Parce qu'il attend de nous mieux que des remerciements, il attend de nous des propositions. Alors je voudrais subdiviser mon propos de ce soir, qui ne sera pas très long, je voudrais le subdiviser en 3 parties. D'abord, en termes de mesures pour l'instauration des États-Unis d'Afrique, je voudrais poser la première question. Comment faire pour faire enfin connaître l'Union africaine aux Africains? On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. C'est aussi simple que ça. Et je vais me livrer ici à un petit exercice pour convaincre chacun de nous et chacune de nous de ce que je suis en train de dire. Combien d'entre vous dans cette salle ont lu l'acte constitutif de l'Union africaine? Combien d'entre vous? Vous voyez, on est ici en présence de Dieu, donc il faut dire la vérité. Vous voyez qu'il y a très peu de personnes dans cette salle qui ont lu l'acte constitutif de l'Union africaine, qui est la Constitution de l'Afrique, et qui est la suite, bien sûr, de la charte de l'OUA. Donc, c'est difficile d'une organisation dont on ne sait pas grand-chose. C'est encore plus difficile d'aimer une structure qu'on ne connaît pas. Donc, je vais poser la question de savoir comment faire pour mieux connaître l'Union africaine et la présenter davantage à la jeunesse. La deuxième question sera comment utiliser les symboles de l'Union africaine pour que cet organisme n'apparaisse pas comme appartenant à la seule classe dirigeante africaine et non pas au peuple africain. Troisième question que je voudrais aborder, c'est comment aider l'Union africaine là où nous nous trouvons, à partir du travail que nous exerçons, à partir de nos universités même, à partir de nos lycées. Comment faire en sorte que nous soyons des acteurs de la construction africaine et non des spectateurs passifs, comme c'est souvent le cas. Donc voilà les 3 questions sur lesquelles je voudrais un tout petit peu m'appesantir aujourd'hui, en commençant donc par l'Union africaine. En fait, le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne connaissent même pas bien l'Afrique.
Nous avons l'impression que l'Afrique, c'est la carte qui date du 23 février 1885. Et nous avons l'impression que l'Afrique a toujours été comme ça. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que l'Afrique est un continent immense. Mais l'Afrique que nous avons sur la carte est une Afrique tronquée et falsifiée, qui ne reflète pas la vraie grandeur géographique du continent. Comment le savons-nous? Une petite analyse simple nous le démontre. La superficie du continent africain est de 30 300 000 kilomètres carrés. 30 millions. Mais l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, c'est les États-Unis d'Amérique. 9 millions 4 kilomètres carrés. C'est l'Inde. 3 millions 3 kilomètres carrés. C'est la Chine. 9 millions 6 kilomètres carrés. C'est le Mexique. 2 millions de kilomètres carrés. C'est l'Argentine. 2 millions 8 kilomètres carrés. C'est l'Union européenne. 3 millions 2 kilomètres carrés. Mesdames et messieurs, quand vous regardez la simple carte des États-Unis d'Amérique, seule, elle est plus grande que la carte de l'Afrique. Quand vous regardez la simple carte de la Chine, elle apparaît aux yeux comme étant plus grande ou en tout cas équivalente au moins à celle de l'Afrique. Mais si l'Afrique, c'est l'ensemble de tous ces pays ajoutés, ça veut donc dire que l'échelle géographique que nous avons de l'Afrique est nécessairement fausse. C'est impossible que vous ajoutiez l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Europe, le Mexique et tout cela, et vous avez l'échelle que vous avez de l'Afrique. La question, c'est pourquoi on a fait cela. C'est pour toujours minorer la place de l'Afrique dans le monde. Et c'est pour la minorer dans nos propres têtes. Nous ne sommes pas un continent comme les autres. C'est très important de comprendre cela. Alors, quand on a compris cela, on se pose un certain nombre de questions sur des concepts qui sont directement liés à l'Afrique. Premier concept, c'est celui de la marginalisation de l'Afrique. S'il y a un concept autour duquel la plupart des Africains sont, hélas, d'accord, c'est bien que nous sommes un continent marginalisé. C'est vrai ou c'est faux, ce que je dis? C'est vrai dans nos têtes. Or, quand vous prenez un continent comme les États-Unis, quel est le slogan des Américains? America First. Tous les Américains sont d'accord. Noirs, blancs, indiens, européens, pour dire America First. C'est le continent, c'est le slogan populaire que tout le monde accepte. Quand vous prenez, par exemple, l'Allemagne, tous les Allemands sont d'accord pour dire que l'image qu'ils ont de leur pays, c'est l'Allemagne au-dessus de tous. Deutschland über alles. Quand vous prenez la France, on vous dit égalité, fraternité, c'est quoi? Juste, non, liberté, égalité et fraternité. Mais ça veut dire, dans leur esprit, que c'est eux qui ont amené ces concepts et cette philosophie au reste du monde. Donc ils sont les libérateurs du monde sur le plan philosophique. C'est ça que ça veut dire. Mais quand vous arrivez à l'Afrique, malheureusement, ce que vous avez comme auto-image que nous avons de nous-mêmes, c'est soi-disant la marginalisation de l'Afrique. Mesdames et messieurs, comment un continent avec une population qui se décrit elle-même comme étant à la marge de l'Afrique peut-elle parler de son propre progrès? Ce n'est pas possible. Une fois qu'on a intériorisé cela, qui est en réalité une aberration, parce qu'on ne peut pas être à la marge de soi-même, c'est une impossibilité physique. On ne peut pas sortir de soi-même pour être à côté de soi-même. Quand on a accepté cela, alors on accepte que les autres fassent tout pour nous, au lieu de le faire par nous-mêmes. Quand vous avez accepté la marginalisation, vous acceptez autre chose, c'est l'aide. L'aide devient quelque chose de normal et quelque chose de naturel. Or, la théorie de l'aide, c'est quoi? On vous donne de l'aide, comme l'avait dit Thomas Sankara en 1984 à Addis Abeba. Il a dit,
la meilleure aide est l'aide qui vous aide à vous passer de l'aide. Et c'est vrai. Plus le temps passe, moins vous devez avoir besoin de l'aide. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? De quoi on s'aperçoit aujourd'hui? L'aide est devenue une partie structurelle de nos budgets. C'est-à-dire que ça fait partie des ingrédients qui sont dans nos budgets. Donc c'est le contraire de ce qu'on devait faire. Donc, je dis tout ça pour dire la perception que nous-mêmes nous avons de l'Afrique. Le résultat, c'est quoi? C'est que depuis 35 ans que je fais des conférences ici en Afrique, hors d'Afrique, sur une Afrique digne, libre, indépendante, autonome, mes premiers contradicteurs sont toujours les Africains. Ceux qui ne croient pas du tout, mais alors pas du tout, à une Afrique debout, ce sont d'abord les Africains. On me dit, mais professeur, vous êtes un doux rêveur, mais ça va vous passer, vous venez d'arriver des États-Unis, toutes vos théories là, ça va vous passer, vous allez revenir à la couleur locale. Il n'y a pas de couleur locale pour celui qui croit en son continent. La couleur locale, c'est quoi? C'est une Afrique digne, debout. Mesdames et messieurs, quand on ne connaît pas l'Afrique, nécessairement, on ne peut pas aimer l'Afrique. Alors, la question, c'est pourquoi? Revenons à la base du problème. C'est notre système éducatif. Le système éducatif n'a aucune structure qui enrichit la connaissance réelle sur l'Afrique. Ce que nous transmettons à nos étudiants, ce sont les idées fausses conçues par des aventuriers. Parce que les Savonians de Brazza, les Stanley, ce sont des aventuriers qui sont venus se faire un peu d'argent avec le commerce en Afrique. Ce n'étaient ni des sociologues, ni des anthropologues, encore moins des spécialistes des civilisations. Alors, leur contrefaçon en matière d'analyse, c'est ça que nous avons adopté comme la vraie image de l'Afrique. Et c'est très grave. Alors, qu'est-ce que nous enseignons que l'Afrique a été découverte. Vrai ou faux? A été découverte par des Portugais, semble-t-il. Pour le cas du Cameroun, comme nous sommes au Cameroun, on nous dit, je crois c'est un certain Marco Polo ou Polo Marco, je ne sais plus très bien. On dit 1472 serait la date. Le problème, c'est que quand vous prenez le royaume Bamoun, tout simplement, il date, lui, de 1394, fondé par Chareyen, le fondateur du royaume Bamoun. Alors, comment les 78 ans, ne serait-ce que cette petite incongruité-là? Nous sommes là, on a un royaume qui date de 1394 et on nous aurait découvert en 1472. Il faut arrêter d'enseigner des pareilles aberrations. Parce que ce n'est pas sérieux que nous-mêmes, nous enseignons des aberrations telles que celle-là. La manière dont nous enseignons, en fait, l'Afrique n'avait pas d'endroit qu'on appelait école. Il faut le savoir. L'Afrique traditionnelle n'a pas un lieu qu'on appelle école. L'école, c'est 24 heures sur 24 et en tout lieu. Et quand vous êtes dans un village qui a peut-être 200 adultes, vous avez 200 maîtres, 200 instituteurs. Pas un seul. Chaque personne qui a l'âge d'être votre père, votre géniteur ou votre mère se considère comme responsable de votre éducation. Non, c'est une approche très différente. Il n'y a pas d'un côté les mathématiques, de l'autre l'histoire, après la géographie, après les physiques et tout cela. Non, ça n'existe pas. Vous apprenez tout ça de manière inclusive, imbriquée et ludique. Donc l'approche africaine de l'éducation est très très différente de l'approche qu'on a fini par nous imposer comme étant soi-disant la norme. Je dis bien soi-disant la norme. Plus grave encore, en matière d'éducation, on nous a déshérité notre langue. On dit, si vous parlez votre langue, c'est que vous êtes illettré. Alors, la question que je pose, et ce n'est pas une blague,
il y a de cela, en 2007, les Chinois ont envoyé Shenzhou 7, je pense, en orbite. Toutes les équations étaient en chinois. Tous les calculs en physique étaient... Tous les mathématiques des trajectoires étaient en chinois. Shenzhou 7 est monté en orbite, est revenu. Ni l'anglais, ni l'allemand, ni l'espagnol. Donc on doit dire que ce sont l'Académie des sciences de Chine est composée de personnes parfaitement illettrées. C'est bien cela. C'est ça la logique. Yuri Gagarin, le premier homme à aller en orbite du RSS. Tout ça s'est fait en russe. Donc il faut qu'on arrête de nous dire que nous-mêmes, nous devons accepter que nos grands-mères dans nos villages, ou bien nos tantes dans nos villages, parce qu'elles parlent les langues qui sont des langues africaines, sont analphabètes. Elles ne sont pas du tout analphabètes. Pas du tout. Au contraire, ces personnes sont les possesseurs, les détenteurs et détentrices de notre science traditionnelle. Et c'est par eux, c'est plutôt vers eux qu'on doit se rapprocher pour connaître les vérités plusieurs fois centenaires et millénaires. Quand vous les mettez de côté, vous passez à côté de la réalité et à côté du savoir et des connaissances ancestrales. Donc il faut qu'on arrête nous-mêmes de décrédibiliser l'Afrique et de dire qu'il y a une norme en dehors de l'Afrique. Nous-mêmes nous plaçons en dehors de cette norme et nous pensons que la vérité n'est que hors d'Afrique. Donc je pense que la connaissance de l'Afrique, l'amour de l'Afrique et surtout une habitude à consulter qui nous sommes, comment nous sommes devenus, est très importante. La terre tout entière est afro-descendante. Tous les êtres humains, où qu'ils se trouvent, en Asie, en Europe, en Amérique latine, où qu'ils se trouvent, viennent d'Afrique. Ça veut donc dire que nous avons l'histoire la plus longue de l'humanité. Et ça veut donc dire que si nous avons survécu, nous avons trouvé des solutions à nos problèmes. Depuis 400 000 ans au moins, nous avons été confrontés à des problèmes que nous avons résolus. Comment le savons-nous? Comment le savons-nous? Très récemment, en 1960, nous étions 50 millions d'Africains. En 2021, nous sommes 1,3 milliard. Ça veut donc dire que nous avons trouvé des réponses à nos problèmes. Tout simplement. Je voudrais maintenant passer à la deuxième question, qui est, j'y répondrai un peu plus vite. Quelles sont les manières que nous pouvons utiliser pour rapprocher l'Union africaine des populations africaines en général et de la jeunesse en particulier? Je dois dire que jusqu'à présent, je suis très très souvent allé à Addis Abeba. Chaque année, je vais à Addis Abeba. Mais on a beaucoup du mal à Addis Abeba à leur faire comprendre qu'il faut une présence permanente dans les milieux de la jeunesse. Permanente. Et nous avons un compatriote, aujourd'hui décédé malheureusement, qui s'appelait le professeur Maurice Tadadje, qui était linguiste à l'université de Yaoundé 1. Il a pu faire en sorte qu'il y ait une résolution adoptée, votée à l'Union africaine, qui était à l'époque l'OUA, sur la création des clubs OUA dans toutes les universités et tous les lycées d'Afrique. Il a réussi à le faire. Maintenant, nous avons des clubs UNESCO. Nous avons des clubs... Et nous avons des clubs de toutes sortes, des amis de la nature et autres. Moi, je propose que l'idée des clubs Union africaine soit reconduite auprès des lycées, auprès des universités, auprès de la société civile, et que on puisse désormais avoir un accès direct, comme c'est le cas toujours, au site web, et qu'on regarde chaque jour ce qui se passe à Addis Abeba. Je crois que c'est très intéressant. La deuxième chose qu'on peut proposer, c'est tout simplement le drapeau de l'Union africaine. Pourquoi est-ce que
le drapeau de l'Union africaine ne flotte-t-il pas partout en Afrique? Pourquoi? On le voit très bien quand on est dans d'autres continents. On voit le drapeau du pays, plus le drapeau continental de l'Union africaine, comme on voit dans d'autres. Je pense que ce sont des réformes qui ne demandent pas un seul franc. Pas un franc. Parce qu'on nous dit toujours là-bas, nous n'avons pas un budget pour accommoder vos demandes. Là, c'est juste un tissu. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être vous regarder de ce côté. Tout comme l'hymne. Combien d'entre vous, ici, dans cette salle, connaissent l'hymne de l'Union africaine ou de l'OUA? Combien d'entre vous? C'est juste des tests pour voir. Je vois deux mains. Deux. Voilà. Vous voyez qu'il y a problème. Ce sont là les emblèmes et les symboles d'une organisation continentale. Donc il y a un problème. Si nous ne sommes même pas, on peut jouer cet hymne-là. On aurait même dû la jouer aujourd'hui. On aurait dû le jouer aujourd'hui en fait. On peut jouer cet hymne. Vous ne savez pas que c'est l'hymne de l'Union africaine. C'est quand même pas, ça ne fait pas très sérieux. Donc je dis, au lieu d'aller chercher dans la lune des explications, commençons par des gestes simples, et ce sont des résolutions tout simplement de l'Union africaine. Résolutions portant utilisation des symboles de l'Union africaine auprès des pays membres. Point. Drapeau, hymne, on peut dire quand il y a 3 pays qui se réunissent, au lieu de jouer 3 hymnes différents, l'hymne de l'Union africaine suffit pour la cérémonie. Ça, ce sont des preuves palpables, ce sont des preuves simples qui montrent qu'on est attaché à notre organisation continentale. Donc ça, ce n'est qu'une résolution qu'on peut porter au niveau de l'Assemblée, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'instance de décision suprême, bien sûr, de l'Union africaine. Et ça peut se faire, ça peut se préparer, et on peut leur proposer cela. C'est très important. Maintenant, comment est-ce qu'on pourra unir le continent avec 3800 langues qui y sont actuellement parlées? C'est une question fondamentale. Alors, je voudrais vous proposer, non pas ma solution à moi, mais celle de Cheikh Anta Diop, parce que je viens d'écrire un livre sur lui, dont j'ai passé, je dirais, les 2 dernières années avec lui, bien qu'il soit mort. Et la magie de la technologie, c'est que chaque soir, moi je le consultais dans ses différentes conférences. Quand j'avais une question, je mets la conférence thématique en question et je reçois la réponse à mon interrogation. Donc j'ai passé 2 années comme ça. Et une des choses qu'il propose, c'est une langue transafricaine. Comprenons-nous bien, mesdames et messieurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille abandonner le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je sais qu'il y a des Africains plus francophones que les Français eux-mêmes. Plus anglophones que les Anglais, les Britanniques ou les Américains. Bon, c'est leur choix. J'ai pas d'opinion à donner là-dessus, mais c'est leur choix. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'avec la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine, il vous sera difficile, à partir de Yaoundé, d'aller faire des affaires à Luanda. Tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas le portugais. Il vous sera tout aussi difficile de quitter ici pour aller à un endroit comme la Guinée-Bissau, pour la même raison. Même si vous avez des investissements à faire. Alors, la proposition est simple, c'est de dire, ayons une langue transafricaine qui est parlée du Caire au Cap et de Dakar à Mombasa. Cette langue propose, Cheikh Anta Diop, pourrait être le Swahili. Pourquoi? Parce que le Swahili a 40% de mots arabes et 60% de mots d'Afrique subsaharienne, mais une structure linguistique bantou. D'accord? Et l'avantage du Swahili, c'est que vous pouvez faire la chimie, organique et inorganique avec, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, bref, toutes les sciences avancées peuvent se faire en Kiswahili. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, à l'université Makerere, qui est donc en Ouganda, toutes ces sciences
sont enseignés en langue kiswahili. Parler de la langue ne veut donc pas dire rentrer dans un passé où on va s'enfermer comme dans une prison, mais plutôt se projeter vers l'avenir. Donc, une langue transafricaine est une décision politique. Politique, je dis bien. On dit à partir de l'année académique ou scolaire 2021-2022, nous allons mettre à disposition des instituteurs ou des enseignants de Kiswahili partout en Afrique. Julius Nyerere, au sommet de l'OUA de 1964, qui se tint au Caire, en Égypte, avait fait la proposition d'envoyer 10 000 enseignants de Kiswahili dans toute l'Afrique et qu'on les paye au taux local, quel que soit ce taux. Il a fait sa proposition et jusqu'à sa mort, il n'a reçu aucune réponse. C'est pour vous dire le degré d'enthousiasme qu'a suscité sa proposition. Tant que les Africains ne comprennent pas que la langue est plus qu'un vecteur de communication, la langue est quelque chose qui véhicule un esprit, une mentalité et une philosophie. Nous devons construire l'Afrique avec une langue transafricaine. Si nous avons déjà une langue officielle, comme c'est le cas de l'Afrique du Sud, on en ajoute une 12e, c'est tout. Au Cameroun, nous en avons 2 langues officielles, on en ajoute une 3e. Nous sommes donc en train de parler ici d'un phénomène d'addition et non de soustraction. Parce qu'il y a les Africains qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus royalistes que le roi en matière de langue. Donc, on ne voit pas comment la ZLECA va prospérer si nous avons des problèmes d'intégration. Je vais illustrer cela en disant que personne ne peut partir d'ici et aller jusqu'au Botswana. C'est impossible. Impossible. Si vous voulez aller au Botswana, vous allez partir d'ici, vous allez à Paris, de Paris, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, vous allez au Botswana. Voilà comment on peut parler d'intégration africaine. C'est se moquer de nous-mêmes que de croire que c'est une vérité, quand on a des problèmes infrastructuraux de cette nature. Les 2 capitales les plus proches au monde sont Kinshasa et Brazzaville. 4 kilomètres. C'est bien ça. Le bus de Ngobila, c'est pas ça? Vous arrivez, après quelques minutes. Du temps de la colonisation, tenez-vous bien, alors qu'avec un haut-parleur, quand vous êtes d'un côté de la rive, on vous entend de l'autre côté sans si vous avez un bon haut-parleur. Eh bien, s'il fallait téléphoner, vous utilisez donc les techniques qui sont des techniques des anciennes puissances, je dis jamais anciennes, des anciens pays colonisateurs. Parce que puissance, c'est aussi pour vous travailler sur votre subconscient. C'est une manière de vous mettre à genoux quand vous utilisez le terme puissance coloniale. Moi, je ne dis jamais ça. Je dis des pays coloniaux ou bien les administrateurs des pays administrateurs, pour notre cas, tutélaires ou mandataires. C'est les termes que j'utilise. Je n'utilise jamais les termes puissance parce que c'est une façon de vous influencer dans votre subconscient et de vous mettre à genoux devant ce que vous appelez les puissants. Donc, je reviens pour dire que vous êtes à Kinshasa, à l'époque c'était Léopoldville bien sûr, et vous voulez appeler à Brazzaville. Votre coup de téléphone va quitter Léopoldville pour aller à Bruxelles, 6000 km. Bruxelles, Paris, je crois que c'est à peu près 1000 km. Paris, Brazzaville, 6000 km. Ça vous fait exactement combien? 13 000 km au lieu des 4 km qui sont en face de vous. Voilà l'absurdité en matière d'intégration continentale. Je pense que quand vous avez entendu, vous avez compris cela, vous comprenez que nous sommes dans des problèmes. Et c'est nous-mêmes les Africains qui devons régler cela. Le NEPAD, c'est quoi? C'est d'abord les infrastructures. Le NEPAD, c'est construire les routes, les ports, les aéroports. C'est ça le NEPAD. Parce que c'est le premier pilier de toute intégration. Mais s'il n'y a pas de langue, il n'y aura pas d'intégration. Et je pense qu'on doit avoir cette clairvoyance de dire, la plupart des Africains ne veulent pas apprendre des langues africaines. Hein. Moi, quand je parle tout le temps de ceci, je pense qu'il y a quelques étudiants de lyrique dans la salle d'ailleurs. Je leur dis, mais apprenez le Kiswahili. On me dit, mais professeur, c'est trop difficile. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Vous voyez? Mais quand vous apprenez l'azerbaïdjanais, vous apprenez le turc, vous apprenez des langues qui sont... le chinois, n'en parlons pas. Ça, c'est même notre langue désormais. Dès qu'on vous dit
qu'au bout de votre étude, vous avez une bourse pour aller apprendre et sortir de l'Afrique. Vous allez tout faire pour apprendre la langue, quel que soit le niveau de difficulté. C'est vrai ou c'est faux? Mais sachez que apprendre une langue africaine, c'est adhérer à l'équation de la libération réelle de l'Afrique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intégration verticale. C'est celle que je viens de dire. À tout moment, vous pouvez aller à Paris, Londres, Genève, etc. Mais l'intégration horizontale n'est pas vraie. Vous ne pouvez pas aller dans un pays qui est à côté facilement. Donc je pense que, sachez que quand vous apprenez une langue africaine, vous amorcez en réalité la vraie libération économique et plus important encore, culturelle. Quels sont les avantages de connaître une langue transafricaine? 1. Elle vous ouvre enfin l'Afrique en tant qu'Africain à vous-même. Parce que nous ne savons rien en réalité de la plupart des pays qui sont sur le continent africain. Mais avec ça, vous avez une documentation commune. 2. Vous avez la possibilité d'investir partout. Parce que vous avez une information qui est homogénéisée. Vous n'avez plus besoin d'avoir des traductions pour tel ou tel pays. Vous pouvez investir partout. L'étranger aussi peut investir partout. 3e avantage, le tourisme. Vous pouvez aller où vous voulez, comme vous voulez et quand vous voulez. C'est la liberté réelle de mobilité avec une maîtrise d'une langue transafricaine. Donc c'est important. Ce n'est pas un gadget. C'est une condition nécessaire pour qu'il y ait une véritable intégration. Enfin, je voudrais proposer au président Étienne Tshisekedi, je m'excuse, Antoine Félix Tshisekedi, je voudrais lui proposer que nous ayons désormais des séances régulières où, pendant l'année, les jeunes puissent être, par exemple, acceptés à Addis Abeba pour venir présenter leur vision. Ceux qui ont des innovations, qu'ils les présentent devant les décideurs les plus élevés du continent. Qu'on leur donne juste 10 minutes, pas plus, parce que je sais que le temps est très très précieux là-bas. Mais ils se prépareront et qu'il y ait des interactions entre la population d'une part et les décideurs d'autre part. Que cette glace soit brisée, que cette union soit en fait légalisée et rendue effective. Parce que trop souvent on a l'impression que les dirigeants sont de leur côté et le peuple d'Afrique est du sien. Alors l'initiative du président Félix Tshisekedi est justement une première. Et je crois qu'on pourrait aller plus loin avec tout ce qu'on a maintenant comme technologie, mettre cela de façon systématique, que ceux qui ont des idées puissent les faire parvenir, comme la Covid qui a été tout à l'heure dite. Moi je confirme, j'étais en Autriche il y a quelques jours, je suis allé avec son produit. Je l'ai donné à des Africains qui étaient là-bas. Je leur ai dit que c'est ça qu'il faut prendre. Et je peux vous dire qu'ils étaient très très heureux d'avoir tout ça. J'en ai apporté, je leur ai donné la posologie de façon préventive et puis de façon curative si vous avez. Ils étaient très très contents. Donc c'est pour dire que nous-mêmes, je termine par là, nous devons cesser d'être les spectateurs de l'implémentation d'une Afrique unie. Trop souvent, nous nous mettons de côté et nous attendons que ce soit les autres qui fassent. Non. Il faut que chaque jour, vous puissiez aller, ne serait-ce qu'au site web de l'Union africaine, savoir ce qui s'y passe, savoir quelles sont les activités. Proposer aussi, parce que vous avez des instances aujourd'hui, comme par exemple le Conseil économique, culturel et économique et social, qui attend de vous un input. Mais si vous restez dans votre maison, vous ne faites rien, et vous dites, oh, l'Union africaine, nous attendons qu'elle fasse quelque chose. Non. L'Union africaine, c'est vous qui êtes dans cette salle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous. Et donc, si les choses doivent marcher, vous devez vous résoudre à dire que moi, je vais changer les choses. Et à partir d'aujourd'hui, je serai un acteur et non un spectateur. En général, les spectateurs sont toujours très critiques. Mais quand il s'agit d'agir, on voit moins les gens. Ce n'est pas facile. Donc, je pense que si vous vous transformez dans votre esprit, nous n'avons même plus de choix. L'Afrique aujourd'hui est l'enjeu central du XXIe siècle. Il n'y a pas un autre enjeu. La preuve, c'est ce qui est en train de se voir.
Je termine. Hein. Alors, on a prévu effectivement, comme disait madame, c'était le 17 mars 2020. Vous pouvez regarder si vous avez sur une chaîne internationale américaine, dont je ne dirai pas le nom, mais quand je dis elle est mondiale, vous savez de quelle chaîne je parle. Une dame a pris la parole et elle a dit que l'épicentre de la Covid sera l'Afrique. Elle a ajouté que l'unité des morts sera le million. Et ces morts vont joncher les rues africaines. Elle ne parlait pas en termes de possibilités. Elle parlait avec assurance et en affirmant. Elle ajoute qu'elle connaît tellement bien l'Afrique, son mari et elle, que la promiscuité qui y règne rend inévitable l'hécatombe qui se prépare. Voilà ce qui était dit, si vous regardez cette émission du 17 mars 2020 sur la chaîne dont je viens de parler. Il était 20h15 à Yaoundé quand j'ai regardé ça. Et vous voyez que ce qui s'est passé, cette description, on l'a vu, mais pas en Afrique. C'est ça qui n'était pas prévu. On a vu les hécatombes, mais hors d'Afrique. D'où vient-il que les morts sont au nord et les vaccins sont au sud? Parce que nous nous voyons toujours comme une partie marginale du monde. Et dans ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, il faut prendre notre destin en main. On n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Nous devons gérer notre vie parce que le continent africain est la jeunesse du monde entier. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.